Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'industrialisation dans la période de la Troisième République. Maintenant, nous allons parler des conséquences au sein de la société. Nous allons voir ça en trois grands points, comme d'habitude. D'abord, nous allons parler des conséquences sur le milieu ouvrier, qui va se constituer dans leur esprit en classe. Deuxièmement, nous allons voir les difficultés que rencontrent les travailleurs immigrés qui viennent pour trouver du travail de par l'attrait que représente la métropole. Et troisièmement, nous allons voir la place des femmes dans la société. Alors, le monde ouvrier commence à évoluer et à se structurer, passant de la condition ouvrière à la classe ouvrière. Donc, avec l'industrialisation, on voit que les corps de métier évoluent et se restructurent. Et par cet essor de l'industrie, on voit disparaître petit à petit l'artisanat. On ne fonctionne plus forcément en corps comme du temps des bâtisseurs de cathédrales. Et donc, on trouve de plus en plus d'ouvriers peu qualifiés dans les secteurs industriels. Donc, par cette concentration, les ouvriers commencent à se sentir faisant partie d'un même milieu et ils se constituent en classe, la classe ouvrière, comme on l'appelle, en distinction avec la bourgeoisie et les paysans. Et cette conscience de classe, Karl Marx en parle directement dans ses écrits à partir des années 1840, mais cela devient de plus en plus concret. Et c'est par ce sentiment d'appartenance à une classe que les grèves se développent et se structurent de plus en plus solidement. Ça apparaît au cours des années 1880-90 et 1900 pour obtenir de nouveaux droits et de nouvelles conditions de travail. Travailler mieux et moins longtemps dans des milieux beaucoup trop pénibles pour beaucoup. Et pour que les ouvriers puissent être entendus, il faut obtenir des syndicats. Et oui, les syndicats, ce sont les fameuses associations pour aider les ouvriers à revendiquer leurs droits et de meilleures conditions. On a le cas par exemple de la CGT qui a été créée en 1895 et qui existe toujours. Les membres sont socialistes, voire communistes. Ce sont les idées qui se développent au sein des ouvriers. Ils veulent rompre avec le capitalisme tel qu'il existe à ce moment-là et obtenir une société plus égalitaire. Une société plus égalitaire pour les socialistes modérés et pour les socialistes les plus radicaux, parmi lesquels on va retrouver ceux qui vont se revendiquer comme communistes, marxistes, les communistes. Les communistes, eux, veulent aboutir à une société sans classe, où tout le monde se retrouve à égalité. Plus d'appartenance, plus de propriété particulière. Et c'est grâce à cela que les mouvements ouvriers vont se développer, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure. En plus des grèves, on a d'autres types de manifestations, avec banderoles, des slogans, tout ce que l'on retrouve dans les grandes manifestations de ces dernières années. Ce que l'on a par exemple chez les Gilets jaunes en 2018-2020, si vous vous souvenez. Mais ces manifestations sont parfois réprimées de manière sanglante par la police. D'où l'idée qui se développe dans les esprits
de la part de beaucoup de personnes. Pour les ouvriers et surtout les communistes, voire les révolutionnaires, les anticapitalistes, les policiers sont là pour réprimer et, et sont parfois violents. Mais c'est dans le cadre. Ça, c'est une autre histoire. Si vous avez des questions autour de l'histoire de la police et des manifestations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. Et c'est dans ce cadre-là que de nouvelles lois sociales sont adoptées au fil du temps. Jusque-là, même des mineurs pouvaient travailler dans des mines et étaient appelés à y travailler. Ce n'est qu'à partir de Louis-Philippe Ier que l'on voit le recul de l'âge de travail dans les mines. À partir de Louis-Philippe Ier, on ne peut plus recruter des enfants de moins de 8 ans. En 1874, on interdit le travail des enfants de moins de 12 ans. Bien sûr, c'est insuffisant pour les ouvriers, surtout ceux qui ont rejoint la section française de l'Internationale ouvrière fondée en 1905, ou encore qui sont devenus socialistes avant même la fondation de la SFIO. Parce que la SFIO est constituée de plusieurs sections et mouvements socialistes d'obédience différentes, avec des idées particulières, aussi plus radicales les unes que les autres, selon les goûts. En 1914, 15% des suffrages exprimés ont été portés vers les socialistes. Ce sont les corps essentiellement ouvriers qui apportent leur soutien aux socialistes. Et cette question peut aussi intéresser les travailleurs immigrés. Comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, la France est une grande terre d'immigration, et même avant même la période coloniale. Mais avec la colonisation et le développement des empires, de plus en plus d'immigrés venus des colonies vont venir en France, ce qui fait que vers 1900, la France est un pays d'immigration par excellence, comme le Royaume-Uni. Pour cause, on a le vieillissement de la population et la diminution de la natalité, de par le fait que, avec le progrès scientifique et des techniques médicales, la durée de vie moyenne de la population s'agrandit et on a de moins en moins besoin de féconder. En conséquence, on a de moins en moins de main-d'œuvre. On est obligé d'importer de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre bon marché, donc venant des colonies, de l'étranger ou des pays d'Europe orientale. Ce qui fait qu'en 1914, juste avant la guerre, on compte 1 million d'immigrés pour des raisons économiques et salariales. Au début, ces immigrés étaient censés s'installer à titre provisoire, c'est-à-dire que dès le moment où ils auraient terminé de travailler et que la relance aurait eu lieu, ils seraient appelés à rentrer chez eux. On les installe dans ces conditions dans des quartiers communautaires. C'est le développement, par exemple, des bidonvilles ou des quartiers populaires qui vont se développer peu à peu avec des installations spécifiques pour ne pas les mélanger avec les populations dites bourgeoises. Toujours cette classification.
Mais au bout d'un certain moment, puisque les immigrés vont féconder et avoir des enfants sur le territoire français, il est nécessaire d'accepter ces enfants sur le territoire. C'est le développement de ce qu'on appelle le droit du sol. Le droit du sol, un petit rappel du droit civique. Le droit du sol, c'est la possibilité d'être reconnu comme faisant partie de la nation du pays d'accueil sur le territoire où on est né. Donc, si vous êtes né français, officiellement, vous avez le droit d'être reconnu comme français. À partir de 1889, les enfants nés en France obtiennent formellement la nationalité française dès leur majorité, à 18 ans. À 21 ans, pardonnez-moi. 18 ans, c'est à partir de 1974. Et, pour être reconnu, on a le service militaire. Tous les hommes doivent effectuer leur service militaire pour être reconnus, sous peine de sanction. À cette époque, le service militaire durait 18 mois, voire 2 ans. Ce n'est qu'à l'approche de la Première Guerre mondiale que l'on passera à 3 ans. Mais c'est une autre histoire, encore une fois. À partir d'un certain moment, autour de l'année 1900, on connaît également des périodes de crise. Problèmes de chômage, d'emploi précaires, de problèmes de salaire. Donc avec cette forte immigration, il y a des réactions spontanées que l'on appelle xénophobes. Xénophobe, c'est la haine de l'étranger. Les immigrés sont accusés de concurrence déloyale, puisque ce sont des travailleurs bon marché. On les accuse donc de voler les métiers et les travaux qui normalement devaient appartenir aux Français. Et même les enfants d'immigrés sont les cibles de ces actes xénophobes. On a des agressions, tout ce que l'on connaît encore aujourd'hui. En, en août, en août 1900, un certain Alexandre Millerand, issu des rangs socialistes, va restreindre l'accès à l'emploi pour les étrangers, afin de répondre à ce genre de politique. Et à tout le monde, en fait. Bon, d'un côté, on a les immigrés qui subissent des réactions xénophobes, mais on est aussi dans une société très vivement misogyne par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Depuis la Révolution française, où les femmes étaient formellement exclues de la vie publique, la situation a beaucoup évolué. En 1906, 36% des actifs sont des femmes. Mais malheureusement, de par la mentalité de l'époque qui est toujours très fortement misogyne, les travaux accordés aux femmes sont très mal rémunérés, peu qualifiés, ou alors les femmes travaillent pour leurs époux, leurs conjoints. À cette époque, les femmes dépendent totalement du bon vouloir de leurs époux. S'ils veulent travailler, ils doivent obtenir l'accord de leurs époux respectifs. Et pire encore, ils subissent les velléités de la société. Dans les villes, les femmes issues de milieux populaires ou ouvriers ont une liberté relative par rapport aux femmes bourgeoises qui sont de grandes maîtresses de maison.
On a beaucoup, on a des unions libres dans les milieux populaires et on a des cas d'avortement de plus en plus pratiqués alors que c'est strictement interdit par la loi. On a des sages-femmes qui pratiquent ces avortements clandestins avec des outils dangereux comme des épingles ou d'autres instruments dangereux qui conduisent d'une manière ou d'une autre à provoquer une certaine stérilité des femmes qui ont voulu se faire avorter ou alors provoquer leur mort involontairement. Les bourgeoises, en grandes maîtresses de maison, comme je l'ai dit, se consacrent aux grandes mondanités, à leur famille, au foyer. Ils entretiennent donc leur maison. C'est ce qu'on appelle quotidiennement des femmes au foyer. Pour les, dans ces conditions, la tenue et le comportement sont censés être respectables. Selon des codes établis dans la bourgeoisie, un héritage de ce que l'on pouvait trouver sous l'Ancien Régime dans la grande aristocratie. La respectabilité et l'accueil, avec beaucoup plus de liberté quand même que dans l'aristocratie où les codes sont très stricts. Et de par ces différences, on a bien sûr des débuts de revendication. Et là, réapparaît des idées défendues à la fin du XVIIIe siècle par Olympe de Gouges. Vous vous souvenez, cette figure féministe par excellence qui a défendu le droit des femmes et de la citoyenne auprès des grands révolutionnaires comme Robespierre et Danton, ce qui a coûté sa vie de par le milieu. Eh bien, le féminisme revient en vogue de manière beaucoup plus virulente et déterminée. Les femmes revendiquent le droit de vote, comme en Angleterre. C'est là que naissent les mouvements des suffragistes pour les femmes féministes légalistes et les suffragettes qui revendiquent leurs droits de manière beaucoup plus violente parfois. En France, de nombreuses ligues féministes suffragettes apparaissent. On a par exemple la Ligue française des droits des femmes, créée en 1882. Dans les années 1890, des journaux féministes se développent, en comparaison au bon milieu d'autres journaux beaucoup plus traditionnels, comme le Figaro, le Temps, le Quotidien. Toute une variété, ce qui illustre la vivacité démocratique de l'époque. L'un des exemples des journaux féministes de l'époque, La Fronde, a été ouvert en 1897 avec toutes les revendications pour les femmes, sans compter les questions de la mode pour certains. On a également des mouvements de grande ampleur pour revendiquer les droits des femmes, qui se développent dès 1900, parfois agressives, parfois violentes, et dans ces conditions très vivement réprimées. Et on a des lycées pour les femmes, ce qui n'existait pas encore du temps du Second Empire. On n'avait pas encore accordé le droit aux filles d'aller au-delà du collège-lycée. Il s'agissait vraiment de les garder comme femmes au foyer ou de limiter leurs droits. En 1883, au moment de la publication de la loi sur l'école publique laïque obligatoire,
on comptait 23 lycées pour filles. En 1913, donc un peu avant la guerre, on en compte 138 lycées, excusez-moi, 138 000. 33 000 élèves de ces lycées pour filles sont présentes dans ces 138 lycées. Et à partir de 1907, une nouvelle loi est adoptée pour permettre aux femmes d'obtenir un salaire à condition d'être mariées. Donc, on a une restructuration et la société accorde un peu plus de droits aux femmes. Mais en comparaison à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est très misogyne. Donc, voilà pourquoi, du temps de la Belle Époque, la société se retrouve entre ouverture et fermeture. Et c'est ce qui se ressent également dans les colonies. Petite ouverture pour notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les colonies. À très bientôt et bonne révision.